Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce récap du GP du Canada. Et on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'enregistre avec un micro cravate. Donc si le son n'est pas habituel ou pas assez bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on mettra le micro classique. Mais c'est vrai que je préfère moi cette version là actuelle. Et donc, comme d'habitude, on va parler des vainqueurs. Donc la pole position en sprint, parce que oui c'est un week-end de sprint, est revenue à George Russell. La victoire en sprint est revenue à George Russell. La pole position de la course est revenue à George Russell. Et la victoire en course est revenue à... pas George Russell, Antonelli. Bon, on en parlera dans le chapitre 2, ça, ne vous en faites pas. Après le top 10, le podium P2 avec Hamilton, son meilleur résultat de la saison pour l'instant. Verstappen P3 qui signe son premier podium de la saison. Et ça c'est ultra important parce que quand on voit d'où ils venaient à Melbourne, ils étaient vachement loin et c'est plutôt bon pour la F1. La suite du top 10, Leclerc P4, Adjar P5, Colapinto P6, à noter P6 de Colapinto, Lawson P7, Gasly P8, Sainz P9 et Bierman qui vient terminer ce top 10. On a quand même eu un beau GP et pour ma part, le GP, je lui mets un bon 16 sur 20 et on va parler justement du résumé complet. Et donc, le résumé du week-end, la FP1 fut beaucoup interrompu à cause de 2 drapeaux rouges, notamment une panne mécanique pour Lawson et un crash pour Albon. Alors lui, il va bien. Albon a voulu éviter la marmotte et malheureusement, il s'est pris le mur et n'a pas pu participer aux qualifications sprint parce que il y avait trop de travail de 1 pour faire sa voiture et de 2, eh bien, la voiture était trop endommagée pour faire la qualification sprint. En qualification sprint d'ailleurs, à noter, Alonso, alors qu'il sortait de sa SQ1, il passait en SQ2, eh bien il se sort, bloque les roues, il va taper un mur. Quel dommage pour lui et Aston Martin qui, avec un moteur qui finit les courses, pas au moins les qualifs, parce que là les courses il n'a pas fini, peut faire malgré tout de bonnes choses. La sprint, la bataille de Mercedes, à noter. Le moteur Mercedes, à noter tout court, qui est large devant, parce que McLaren est juste derrière eux. Les Ferrari, on savait en arrivant au Canada, c'est pas leur circuit préféré. Leclerc n'aime pas ce circuit. On savait qu'ils joueraient le podium s'il y avait des accidents devant. Et c'est ce qui s'est passé, clairement. Et en course, c'était un beau week-end de course, franchement. Je sais pas vous, mais la bataille entre Russell et Antonelli, ça met du piquant un petit peu à cette saison. Mais il faut qu'Antonelli prenne des cours avec Max Verstappen. Je pense qu'en plus, vu qu'ils sont copains, ça peut donner de grandes choses pour Antonelli. Parce que clairement, il se fait pousser dehors, le machin, et il faut qu'il muscle son jeu un petit peu, Antonelli. Sans non plus trop faire de dinguerie comme on va en parler en chapitre 2. Et finalement en course, l'abandon de Russell a coupé un petit peu l'élan qu'avait ce GP, notamment avec les batailles, parce que devant, du coup Anthony était seul devant. On a eu Hamilton, Verstappen et Leclerc, Adjar. Et après c'était dans Midfield on le voit pas. On va en parler encore ça une fois dans le chapitre 3. Parce que là, pour le coup, l'Arial a eu un vrai problème. Pour moi, il y a un vrai problème. Eh bien, commençons ce chapitre 1 avec les évolutions amenées au Canada. Mercedes, on va commencer par eux. Le package le plus complet du week-end. Nouvel aileron avant revu, en profondeur, plancher retravaillé, avec des slots repositionnés, refroidissement des freins agrandi. L'objectif, garder de la pluie tout en améliorant le flux d'air vers l'arrière. Et ils arrivent en leader et veulent créer l'écart. Et ça a l'air de bien fonctionner malgré tout. McLaren dans la continuité de Miami, nouvel aileron avant, nouveau couvre-moteur, winglet sur le halo. Plusieurs options de refroidissement selon la météo
avait été prévu. Ils avaient déjà franchi un vrai cap en Miami et ils continuent sur leur lancée. Surtout que, on le sait, les nouveautés McLaren fonctionnent. C'est pas nouveau. Ils l'ont déjà prouvé depuis 2023 que des débuts de saison, ils les font compliqués. Et par contre, en fin de saison, avec le développement, ils font ça extrêmement bien. Red Bull, révision de l'aileron avant, refroidissement des freins amélioré, pensez aussi pour Monaco, modification du plancher aussi, pas de révolution mais une évolution ciblée pour revenir sur les leaders et on voit ça fonctionne parce que Max a fait une P3, alors certes un peu miraculeuse, mais ils sont dans le top 4 constructeurs à la bataille avec Ferrari et McLaren. Donc non, c'est bien. Bel update là de Red Bull. Alpine, la refonte du plancher, plus de modifications à l'aileron arrière pour améliorer la charge locale. Et Colapinto, depuis Miami, bah ça fonctionne. Ça fonctionne même très très bien. As a un package ambitieux pour un milieu de grille, des sidepods, un couvre-moteur, un nouveau plancher et une modification de suspension arrière. Malgré tout, on a vu que pour l'instant ça n'a pas l'air de marcher, mais il va falloir le régler, le comprendre ce package, parce que c'est bien amené un gros package, mais c'est comme pour Ferrari, attention, il faut pouvoir l'interpréter, le régler, et des fois ça peut prendre plus de temps qu'à amener simplement une pièce. Racing Bull, nouveau plancher, nouvelle géométrie de plancher aussi, modification du Big Wing. Pour la Williams, ajustement ciblé sur le plancher et le repositionnement du tuyau d'échappement pour optimiser une greffe de Miami. Audi, freins arrière ont été revisités, surtout les conduits de frein. Et une nouvelle ouverture sur les sidepods afin de laisser refroidir tout ça. Cadillac, à peu près la même chose qu'Audi. Et par contre, pas d'évolution. Donc pour Ferrari, qui se concentre sur l'optimisation de ce qu'ils ont, parce qu'ils ont un gros package à Miami. Et Aston Martin, qui veulent avoir réglé leurs problèmes de vibration. Et surtout, ils veulent faire une grosse update. Ça a été dit par Lance Stroll ou Alonso. Et ils vont arriver avec presque une nouvelle voiture. Chapitre 2, les batailles Mercedes Bring Back to 2016. En sprint, ça a commencé, les deux partaient P1 et P2, tous les deux sont bien partis. Antonini ne s'est pas loupé, à peu près, ce coup-ci. Et au tour 4, Antonini tente un dépassement au T1 par l'extérieur et il se fait bien pousser par George Russell, mais pas d'enquête. Quand c'est Max ou un autre, ça crie au scandale et là, c'est ok. Ça aurait été Ocon DT direct. Par contre, la FIA n'ouvre pas d'enquête du coup sur cet incident. Antonini était furieux à la radio. Bono a dû intervenir pour le recentrer et même Toto a dû prendre la radio pour vous dire à quel point il était énervé. Et je vous raconte pas la tête. Si vous pouvez aller voir la tête d'Antonini à la fin de la sprint, on dirait qu'il va manger des petits chatons. Il était vénère. Et surtout, après la course, Toto justifie le geste de Russell. C'est du racing, blablabla. On veut des batailles, blablabla, mais pas de touchette, blablabla. On vous rappelle que Toto avait dit que là, cette réglementation 2026 c'était du pur. Je ne peux pas faire les demain. Du pur racing. Donc bon. Voilà. Et après, Kimi a voulu le doubler au T8. Mais a freiné tellement tard. Et en fait, on aurait dit qu'il voulait simplement le sortir. En on-board, c'est terrifiant. Là, pareil, pas d'enquête. Alors après, sans incidence, il perd une place. Malgré tout. Il se fait menacer par Hamilton pendant quelques tours et ça repart. Mais honnêtement, les Mercedes sont tellement en rythme qu'ils peuvent se permettre, là, aujourd'hui, de faire ce genre de bataille. Parce que finalement, ils sont les seuls devant. Et en course... ça bataille, mais Russell a fait beaucoup de fautes. Antonini a été extrêmement gentil car il pouvait largement s'accrocher avec son coéquipier et lui forcer un petit peu la main. On note aussi que certains commentateurs anglais ont remarqué ou analysé que rester derrière au vu des températures pouvait être un avantage parce que tout simplement
les pneus chauffaient un petit peu plus et du coup ça se rendait les positions, ça glissait devant, suite derrière reprenait sa place et finalement ça se bataillait comme ça, plus de 2-3 dives et 2-3 dépassements qui se sont faits dans les derniers virages, dans la chicane là, plutôt ballsy, donc plutôt cool. Mais au T30, Russell qui abandonne pour cause de panne mécanique et il prend une énorme claque au championnat avec 43 points de retard maintenant sur Antonelli. Ça me paraît dur. Par contre, le geste d'énervement, faut qu'on en parle de ça, de George Russell où il jette ses pièces sur la piste. Alors vous allez me dire, ouais mais il jette devant sa voiture. D'accord. Mais faut pas oublier que les voitures à côté passent à 250 km/h. Si vous avez déjà été arrêté sur une borne nationale, une borne d'autoroute, vous savez à quel point, déjà à 130, les appels d'air peuvent vous faire venir des objets. Un appui-tête comme ça qui doit peser 500 grammes, finalement, peut se retrouver au milieu de la piste s'il y a 2-3 voitures qui passent. Donc le problème est que, en plus de mettre potentiellement des gens en danger parce que la pièce peut se ramener au milieu de piste, il va falloir que les stewards aillent chercher ces putains de pièces. Et pareil pour la boucle de ceinture qu'il a achetée dans l'herbe, à mon avis, ils ne l'ont pas retrouvée. Donc ça mériterait une petite amende. Pas une pénalité sportive parce que c'est pas sportif, mais sur le comportement, voilà. Ça lui ferait du bien, de toute façon il est millionnaire, il s'en bat les couilles. Chapitre 3, les désastres. Plusieurs désastres ce week-end se sont passés. Et on va commencer par le premier pour moi qui est le plus embêtant au niveau de notre vue à nous. C'est la réalisation qui a été catavérique ce week-end. L'accident avec Albon et Piastri en picture-in-picture. Pourquoi faire? Mettez-nous en grand. Tout va bien. Le changement de leader en replay, en picture in picture, au moment de la bataille avec Leclerc et Hadjar, on voyait plus les deux monoplaces parce qu'ils avaient laissé le classement à gauche et ils avaient mis le picture in picture à droite. On souffle, hein. Franchement c'est une vraie cata. Et le plan sur Toto avec Russell, en enlevant le classement, en mettant la moitié de l'écran. Enfin, on s'en fout de le voir dans le paddock, quoi, Russell. C'est bien, tant mieux. Comme ça, il va pouvoir aller manger ses petits gâteaux. C'est très bien. Second désastre, le départ. Pas les départs, parce que là, il y en a plusieurs. 3 tours de formation. Ils font leur premier tour de formation. Bug des feux. Ils en font un deuxième. Sauf que le temps de sortir la voiture, que les marshals se remettent à leur place et qu'il n'y ait pas de danger pour personne, et ils ont refait un 3e tour de formation. Top, parfait. C'est une bonne manière de faire. C'est bien. C'est bien. Non, c'est bien. Un autre désastre, le 3e, et pas le dernier, c'est McLaren. Bon départ, mais ils ont misé sur des pneus intermédiaires. Alors c'était soit un coup de génie, soit une idée de con. Bon c'est une idée de con, hein. Mais si ça marchait, c'était des génies. Derrière Piastri qui s'accroche avec Albon, qui doit changer d'aileron et prend un tour dès le 15e tour. Norris qui prend un débris dans le radiateur, qui doit se reboxer et rechanger de pneus et enlever ce morceau dans son ponton. Et T40, Norris qui abandonne sur un accident mécanique. Attention au quota pour Norris parce qu'il commence à avoir beaucoup de problèmes mécaniques. Et ça s'annonce des pénalités. Et le week-end prochain de course, c'est Monaco. C'est pas le meilleur endroit pour prendre des pénalités. Ça c'est clair. Et puis le dernier désastre, la FIA, ça faisait longtemps. Alors pas d'enquête quand c'est Russell qui pousse Anthony dehors. Hadjar qui prend 10 secondes parce qu'il zigzague dans la ligne droite. Verstappen fait la même avec Hamilton, personne ne dit rien. Hadjar qui reprend un stop and go pour l'accident sur le drapeau jaune, ok. Hadjar est le nouveau Ocon, on a l'impression quand même, parce que là depuis quelques temps il prend que des pénalités. Le nombre de VSC incompréhensible, foutez-nous des safety cars. Les VSC n'ont rien à faire en course, soit c'est un double yellow et tout le monde se calme dans la zone, ou soit c'est une safety car. La VSC devrait être qu'en essai libre,
parce que finalement, c'est là où ça sert. C'est pour pas interrompre un roulage. Là, on interrompt un roulage, c'est nul, quoi, avec des pilotes qui profitent pour gagner ou qui peuvent perdre du temps sur une VSC. Et vous allez me dire, ouais, mais ils mettent des VSC pour les débris. Vous avez vu l'épingle là, avant le dernier virage ou pas? Il y avait des bouts de carbone partout, mais partout. Donc, si c'est pour enlever des débris, mais s'il y en a une petite, ils mettent un double yellow, et puis terminé. Mais par contre, mettre des VSC pour un débris où le Marshall fait un plongeon extraordinaire, 10 sur 10, mais pas mettre de VSC ou de safety car avec tous les débris qu'il y avait dans l'épingle, bah c'est stupide. Voilà. Bon, c'était ma hot take sur ce GP du Canada. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Laissez un petit commentaire, un like, et puis à la prochaine pour un prochain récap. Salut!